Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre président d'honneur, donc le docteur Éric Sauvageau. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. C'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'aime, qui a changé ma vie, c'est-à-dire le yoga. Aujourd'hui, le thème de la journée, ça sera la non-violence. Et c'est un principe de base en yoga. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à être indulgent envers vous-même. Ne vous jugez plus, arrêtez de vous comparer et respectez vos limites. Vous êtes parfait tel que vous êtes en ce moment. La compassion doit commencer par soi-même avant de pouvoir s'étendre à autrui. C'est tout un changement de mentalité dans une ère où l'hyper-performance, le dépassement de ses limites et la compétition sont placés sur un piédestal. La non-violence. Je dirais que c'est là le plus grand défi en yoga, de ne pas se faire violence, de prendre conscience qu'il y a une autre façon de voir les choses pour être heureux que celui que la société veut nous imposer. Que nous pouvons choisir et arrêter de courir comme des poules sans tête, comme le dit M. Péloquin. Donc, je vous invite à être courageux, commencez ce changement petit à petit. Faites avec ce que vous avez. Faites quelque chose que vous aimez. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup. La non-violence, c'est un des objectifs du yoga. Et un autre, c'est celui de vivre la détente dans l'effort. Et de réaliser que le véritable effort à faire, c'est d'être présent. Le yoga nous amène à accepter de ne pas toujours être en contrôle pour pouvoir demeurer calme dans les moments les plus stressants de notre quotidien. Quelqu'un qui s'adonne au judo, c'est un judoka. Toute personne qui pratique le yoga, c'est un yogi. Les yogis valorisent la détente. Beaucoup diront qu'ils ne sont pas assez souples pour faire du yoga. Est-ce que ça veut dire que si on est sale, on ne prendra pas de bain? D'autres diront qu'ils ne sont pas capables de méditer parce qu'il faut toujours qu'ils pensent à quelque chose. Leur esprit a toujours besoin de s'activer. Mais est-ce qu'ils ont déjà montré un bon endroit à leur esprit pour se reposer? Si vous croyez qu'il faut être flexible pour être un yogi, détrompez-vous. C'est plutôt en le pratiquant qu'on le devient. Physiquement, bien sûr, mais aussi mentalement. Notez bien que j'ai utilisé le terme flexibilité du mental et non la dureté du mental. On ne veut pas que votre esprit devienne rigide par la pratique du yoga. Bien au contraire. Pour paraphraser un personnage légendaire, réalisez ceci dès maintenant. Vous qui, comme moi, êtes humain, ne vous demandez pas ce que votre système de santé peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre santé physique et mentale. À ce questionnement, je trouve que le faire du yoga, c'est une réponse parfaite. Parce que selon un livre de yoga qui est écrit déjà au 15e siècle, c'est écrit que dans toutes les maladies, celui qui s'est diagnostiqué doit prendre des mesures en se conformant aux règles enseignées par les traités de médecine. Ça, c'est ma job. Et en plus, administrer le traitement yogique. Pensez-y. Les bactéries développent de plus en plus de résistance à nos antibiotiques. On les appelle les super-bactéries. Chez qui vous croyez-vous que les bactéries aiment le plus causer des problèmes? Chez les gens qui ont un corps en santé ou chez les gens malades? Pour moi, c'est évident. Une fois qu'on traite une infection, on devrait toujours se questionner sur la cause de l'infection. Est-ce que c'était vraiment la bactérie ou plutôt le fait qu'elle a pu exploiter un corps avec une santé fragile? Est-ce que la moisissure s'installe sur un fruit frais ou dans un fruit avarié? Un autre exemple que j'aime bien utiliser chez mes patients, c'est que je leur dis, si vous devez changer vos freins à chaque fois que vous faites l'entretien de votre voiture, votre garagiste devrait vous offrir deux options. Évidemment, changer les freins encore une fois, mais surtout vous convaincre d'adapter votre conduite en vous donnant les conseils nécessaires ou en vous référant à d'autres professionnels de la santé.
Parce que la mécanique humaine, c'est encore plus compliqué. Les pièces de rechange sont rares. Elles viennent souvent avec un prix à payer. Les effets secondaires des médicaments ou les risques de toute procédure diagnostique ou thérapeutique. La prévention sera toujours supérieure à la correction. Le meilleur médicament ou la meilleure chirurgie, c'est celui ou celle qu'on peut éviter de prendre ou de subir. Je ne veux pas que vous reteniez que je dis aux gens de ne pas suivre les recommandations de leur médecin ni de leur professionnel de la santé. C'est évident que nos traitements, il y en a qui sont efficaces. L'espérance de vie est quand même passée de 50 ans en 1900 à 82 ans de nos jours. Je pense qu'une des raisons, c'est nos sciences médicales qui ont évolué, mais l'espérance de vie, il n'y a pas juste ça, il y a la qualité de vie aussi. Et pour ça, il n'y a pas de pilule miracle. Le miracle ne peut venir que de vous. Alors vous me direz, mais c'est quoi le fameux traitement yogique que tu as parlé? C'est simplement 5 choses. 1, bouger. Pour un yogi, c'est-à-dire les asanas, les fameuses postures. Il n'y a pas d'autre secret plus fondamental pour être en santé. Einstein disait que la vie est comme une bicyclette. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger, sinon vous allez tomber. 2, bien manger. Probablement la manière la plus efficace d'éviter que certains cancers se développent en mangeant plus de fibres, plus d'antioxydants. 3e, relaxer. L'importance de garder un esprit sain. On peut tout avoir dans ce monde, mais si on perd notre esprit, soit par l'anxiété, la dépression ou autre maladie mentale, c'est difficile de le récupérer, ça change complètement notre existence. C'est pour ça que la culture indienne a développé toutes sortes de techniques qu'on va voir aujourd'hui pour préserver notre esprit. 4e, respirer. On peut vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes peut-être sans respirer. Donc le souffle, la respiration, c'est la base. Et enfin, méditer. Où est votre esprit là maintenant? Rarement dans l'instant présent. Toujours à ressasser le passé ou à penser au futur. Un certain degré de méditation est nécessaire pour faire quoi que ce soit. On médite régulièrement quand on se concentre sur une seule chose à la fois. Que ce soit cuisiner, conduire sa voiture, une certaine forme de méditation, ça. La seule différence, c'est que la méditation plus profonde, c'est un esprit libre de pensée, de toute réflexion, mémoire ou connaissance, pour passer du mode faire au mode être. Ça peut être difficile au début, mais dites-vous que l'esprit, c'est comme un muscle. Il faut le tonifier pour qu'il cultive sa capacité à être en pleine conscience. La méditation, c'est un moyen infaillible de vaincre l'instabilité de l'esprit. Donc, en résumé, c'est quoi faire du yoga? Bouger, bien manger, relaxer, respirer et méditer ou être en pleine conscience. C'est pas si compliqué que ça, hein? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, le yoga est ouvert à tous et peut apporter quelque chose à chacun. Que vous soyez homme ou femme, jeune ou âgé, malade ou en santé, grand ou petit, maigre ou gros. Tout le monde a sa place. Le yoga a une place pour chacun. C'est donc un honneur pour moi aujourd'hui de vous introduire au traitement yogique et de faire de vous des yogis. Alors, afin de lancer la journée, je vais inviter les gens ici présents et vous aussi à prononcer le mantra Om une seule fois. Donc, on va se coordonner. Il faudrait laisser M. le maire le faire en premier, peut-être. Il faudrait qu'il se calme un peu avant. Donc, on fait le vide, on expire par le nez. On inspire par le nez.